Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui après plusieurs semaines d'occupation qui n'ont rien à voir avec le droit spatial. Nous sommes là aujourd'hui pour enfin faire nos exposés de droit spatial. Et nous avons donné pratiquement plus de 5 sujets. Je crois qu'il y a 5 groupes. Chaque groupe va passer. Lors de votre passage, vous avez 10 minutes de présentation et environ 5 minutes d'échange avec les autres, y compris moi. Et donc, le groupe qui passe, c'est le groupe 3. Normalement. Le groupe 3. Mais position de passage 1. Oui, le groupe 3 qui passe à travailler sur le tourisme de l'espace. Vous avez 10 minutes pour nous dire ce que nous devons savoir. Merci. Ok. Donc, comme Madame l'a dit, nous sommes le groupe 3 et notre thème aujourd'hui est le tourisme de l'espace, présenté par mes compères et moi. Alors, nous allons sans doute commencer. Notre exposé est présenté par M. Ano, moi-même, M. Karamoko, Kofi Lizzy, Kona Estelle et Wako Ange Morel qui, malheureusement, ne seront pas là aujourd'hui. Je serai seul avec M. Karamoko. Donc, nous allons sans plus tarder commencer. Nous allons avoir le plan de notre travail. Nous allons d'abord commencer par une introduction, montrer les objectifs, les notions et historiques qui se rapportent au tourisme spatial. Après, nous allons montrer les différentes formes de tourisme spatial. Après, nous allons parler des entreprises qui sont dans ce secteur du tourisme spatial, quelques entreprises. Et ensuite, nous allons parler de la controverse liée au tourisme spatial parce qu'il y a plusieurs opinions qui rentrent en ligne de compte et qui sont opposées à ce niveau-là. Du coup, nous allons maintenant voir l'introduction. Ici, il s'agit de dire qu'au départ, le tourisme, la course à l'espace était faite plus pour une idée de domination. Mais au fil du temps, puisque nous avons beaucoup de personnes qui sont allées dans l'espace, ça s'est démocratisé jusqu'à donner une nouvelle activité qu'aujourd'hui le tourisme de l'espace. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises qui essaient de vendre ce rêve aux gens d'aller dans l'espace. Et c'est ce que nous allons voir ici au cours de notre exposé. Donc, pour les objectifs, l'objectif général sera pour nous de connaître et appréhender la notion du tourisme spatial. Et en spécifique, nous allons savoir ce que c'est que le tourisme spatial en fait. Quelles sont les différentes formes de tourisme spatial? Nous allons énumérer les grandes entreprises dans ce milieu-là parce qu'il y a beaucoup d'entreprises et nous ne pouvons pas trop détailler. Et ensuite, nous allons appréhender les différences d'opinion. C'est-à-dire que nous allons voir les différents arguments que les acteurs du tourisme spatial et ceux qui sont contre le tourisme spatial vont donner. Et je vais laisser la place à M. Karamoko, qui va nous parler de la définition et l'historique du tourisme spatial. M. Karamoko, vous avez la parole. Merci, madame. Bonjour, madame. Bonjour, chers codisciples. Pour la suite de l'exposé, nous parlerons de la définition et historique du tourisme spatial. Comme définition, le tourisme spatial est une activité touristique regroupant l'ensemble des expériences, entraînements, vols et sensations, séjours, permettant à des personnes d'aller dans l'espace pour des motifs non professionnels. Nous avons ici l'historique. En 1, la sécurité du client devrait être une condition sine qua non pour un lancement. En effet, les premiers vols vers l'espace puis vers la Lune ont connu de nombreux échecs. Apollo 1 fut de ces catégories en 1967. Un incendie pendant le lancement de la fusée. 3 astronautes à bord périrent dans les flammes. En 2, durant la guerre froide, la conquête spatiale eut
comme unique but de démontrer la supériorité de l'URSS et des États-Unis d'Amérique. Elle a conduit en 1958 à la création de la NASA. En 3, à la fin de la guerre froide, à la fin de la guerre froide, a suivi la réduction du budget de l'agence au cours des années 90. Quand je poursuis, le Congrès américain adopta donc une loi autorisant les entreprises privées à effectuer leur propre lancement en 1984. Étant donné la construction d'engins spatiaux très coûteuses, il est difficile d'obtenir un soutien économique à long terme si ces entreprises ne peuvent pas s'autofinancer. Une des solutions était donc de vendre des billets coûtant quelques millions de dollars et donc réservés à quelques personnes fortunées pour voyager dans l'espace. Prenez vos notes parce que je vais changer les règles de présentation. Tous les groupes vont passer. Après Manaël, tous les groupes vont passer. Puis après, on va revenir au question. Voilà. Donc, prenez vos notes. En chaque groupe, passe, prenez vos notes. Parce qu'il y a des gens qui sont plus malins que les autres. Ceux qui passent là, eux aussi, ils sont des choses qui n'ont pas fini. Mais ils sont en train de passer. Ok, continuez, monsieur Talon. Merci, madame. Nous allons évoquer ici les formes de tourisme spatial et le principe de mise en place. Nous retenons ici deux formes de tourisme spatial selon le type de vol. Les vols orbitaux et les vols suborbitaux. Les vols orbitaux sont des vols où l'agent est placé en orbite autour d'un axe, décrivant une trajectoire circulaire tout autour. Mettre un tel engin en orbite nécessite une vitesse de satellisation et une altitude suffisante. Naturellement, la vitesse minimale qu'il faut théoriquement communiquer à un corps pour le mettre en orbite est de 7,9 km par seconde pour orbite basse, entre 160 et 2000 km. Sont aussi placés en orbite à une altitude supérieure à 3000 km pour garder, éviter les frottements et garder une vitesse constante. Toujours dans les formes de tourisme, nous avons diverses formes de tourisme selon le type de vol, encore les vols orbitaux et les vols suborbitaux. Les vols suborbitaux, vols où l'engin spatial se déplace à une vitesse suborbitale inférieure à la vitesse requise pour qu'il se maintienne en orbite. Il doit être lancé à une vitesse suffisante pour atteindre l'altitude de 100 km, représentant la ligne de Kármán. Cette vitesse est donc inférieure à celle de la satellisation vu que le vol est orbitaux. Nous avons par la suite parlé de quelques entreprises qui interviennent dans le tourisme spatial. Les mieux connus sont associés au nom des grands hommes d'affaires milliardaires. Ce sont Virgin Galactic, SpaceX, Blue Origin. On a de Richard Branson fondé en 2004, de Elon Musk créé en 2002, de Jeff Bezos fondé en 2000. On a aussi des avantages axés sur des expériences spatiales suborbitaux. On a l'expérience spatiale suborbitale, recherche scientifique, voyage vers la Lune et d'autres planètes. Alors, ici, nous sommes dans la partie controverse liée, c'est-à-dire que ici, nous allons voir les divergences d'opinion concernant le tourisme spatial. Et ici, nous allons voir d'abord le plan socio-économique. Alors, dans le plan socio-économique, c'est évident parce que, puisque les billets pour aller dans l'espace sont super chers, du coup, c'est que des personnes qui sont fortunées, des gens qui sont super riches, qui pourraient aller dans l'espace. En fait. Voilà. Et c'est le cas de ce monsieur-là, Philippe Bruno, qui dit que
ils préfèrent que l'usage des vols spatials reste scientifique. Parce que le fait d'aller dans l'espace pour des touristes, ils ne vont pas pour des activités scientifiques, c'est juste pour eux-mêmes en fait. Du coup, ça ne pourrait pas profiter à toute la planète ou à toute l'humanité. Et en contrepartie, les gens qui sont dans le secteur du tourisme spatial trouvent que c'est une grande source de financement. C'est-à-dire que si je vends un billet à 20 millions, je peux avoir un financement nécessaire pour acheter des engins ou acheter des machines qui vont me permettre de créer de nouveaux vaisseaux spatiaux. Et d'après eux, ça facilite l'accès pour la science. Parce que dans les agences gouvernementales, pour aller dans l'espace, ces agences-là fonctionnent avec l'argent du contribuable. Du coup, l'État ne peut pas débloquer de grandes sommes. Donc, avec des sommes colossales qu'ils ont avec des touristes spatiaux, c'est plus facile pour eux d'aller dans l'espace et ils peuvent embarquer à bord de ces engins-là des astronautes pour aller faire des expériences scientifiques dans l'espace aussi. Et d'après eux, ils disent que le tourisme de l'espace permet de conscientiser les gens parce que quand vous êtes en haut dans l'espace et que vous voyez la planète, vous pouvez voir le dégât que cause le réchauffement climatique. Et d'après eux, ça permet de conscientiser les gens. Du coup, quand les gens reviennent sur Terre, ils font tout ce qu'il y a en œuvre pour préserver la planète. Et nous allons voir un deuxième plan qui est le plan écologique et environnemental. Ici, nous avons la figure là qui montre le décollage d'une fusée. Et là, on peut voir tous les gaz que la fusée porteuse dégage en fait. C'est pour montrer à quel point la fusée a besoin de force pour sortir de l'orbite. Et ici, on peut voir que ces engins-là brûlent des quantités astronomiques de carburant entre 200 et 300 tonnes de carbone pour un vol d'environ 4 passagers. C'est-à-dire que si le tourisme de l'espace augmente et qu'après il y a plusieurs passagers, avec le poids de ces personnes-là, l'engin va déployer encore plus de force. Du coup, il va brûler encore plus de carburant. Et ça, sur plusieurs années, c'est dangereux pour l'atmosphère et pour la couche d'ozone. Alors, les partisans du tourisme de l'espace vont se défendre en disant que la nature du carburant utilisé peut être atténuée avec certains mélanges tels que le mélange de méthane et le méthane, hydrogène et liquide peut leur permettre de réduire le taux de carbone dégagé par ces différents engins-là. Alors là, nous allons finir en disant que nous retenons que aller dans l'espace, c'est quelque chose qui peut être vraiment merveilleux. Plus de la moitié des gens, quand on leur pose la question, ils veulent aller dans l'espace. Mais le fait de dire que notre planète, à chaque fois qu'il faut décoller une fusée, peut avoir un coût environnemental, c'est-à-dire qu'il peut avoir du carbone qui est relâché dans l'air, doit nous permettre de faire attention. Voilà, parce qu'aller dans l'espace, c'est bien, mais il faut quand même essayer de protéger notre planète. Et sur ce, nous allons finir notre exposé. Et là, vous avez une webographie qui va vous permettre de faire plus de recherches. C'est-à-dire que si vous voulez approfondir encore plus, vous pouvez consulter ces différents liens-là. Et donc, merci. Très bien. Merci, M. Manaël et M. Karamoko. Merci, madame. Merci pour votre brillant exposé. À cause du fait que je ne veux pas laisser certains groupes continuer de travailler sur un sujet où se distraient, je veux laisser passer tous les groupes. Et après, on revient aux questions. Donc, Manaël et M. Karamoko, vous pouvez Manaël, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir ici, tu peux revenir. J'enregistre. Voyez bouger les diapos. Tu laisses deux groupes, tous les groupes vont passer. Et après, on va enregistrer. Donc, c'est pas de. Voilà. Faut pas couper l'enregistrement. Voilà. Tu arrêtes juste votre PowerPoint, tu fais. Mais qu'est-ce que je voulais dire encore? Prenez note, à chaque fois qu'un groupe passe, prenez note. Prenez note pour vous-même. Ce n'est pas forcément soit vous poser des questions ou pas, mais pour vous-même. Parce que ces choses, on n'a pas vu ça en détail dans le cours. C'est pour vous-même. Le groupe suivant. Je voulais demander ceux qui sont en ligne, est-ce qu'il y a des gens qui ont des impératifs?
Est-ce qu'il y a des gens qui doivent partir? Madame, Oui. Est-ce qu'il madame, y a des gens qui ont des impératifs qui doivent partir? Qui ont une réunion ou quelque chose comme ça? moi, pour le moment, je suis là. Ok, donc on va continuer. Ok. Si vous avez fait par ici, vous pouvez appeler. C'est bon? Est-ce que le maître toujours cette caméra? Ok, vous avez travaillé sur. Est-ce que vous avez des personnes Voilà, il y a une personne qu'on ne connaît même pas. Il faut laisser la personne. Parce que les gens ne connaissent pas. Donc, c'est un groupe 4. Groupe 4, contrôle des exportations de biens et de technologies spatiales. Et technologies spatiales. Ok. Il y a Madame Yaoum. Madame Loba. Et puis, Marie. Madame Marie. Amen. Ok, vous avez 10 minutes. Merci, Pour nous madame. présenter l'essentiel de vos recherches. Merci, madame. Notre thème est le contrôle de l'exploitation des biens et technologies spatiales. Notre plan se situe comme suit. On a l'introduction, la définition, les opérations d'exploitation et catégories de biens, technologies spatiales concernées, mesures de contrôle et réglementation. Et ensuite, la conclusion. Enfin, la conclusion. En introduction, on peut dire que les technologies spatiales ont une incidence sur la vie sur Terre. Elles sont bénéfiques dans de nombreux domaines. Ainsi, motivées par les exigences de sécurité internationale, les États fournisseurs de hautes technologies spatiales et de biens élaborent un contrôle des exploitations des biens dû au principe dont les principes sont repris au niveau national. En définition du contrôle de l'exploitation des biens, on peut dire que le contrôle de l'exploitation des biens mis en place au niveau international ou national vise à prévenir l'utilisation de ces biens stratégiques à des fins indésirables, telles que l'utilisation d'armes nucléaires, chimiques ou aérospatiales, afin de violer les droits de l'homme ou de fabriquer des armes de destruction massive. Par exploitation, on entend tout échange de matériel, de logiciels, de technologies, à savoir-faire, d'informations, etc., entre des personnes situées sur des territoires différents. La technologie spatiale désigne l'ensemble des fonctionnements concernant la conception, la construction, l'envoi dans l'espace et le contrôle extérieur des véhicules spatiaux et des installations terrestres associées. Ici, l'image. Regardez-moi. Regardez-moi et puis parlez. Ici, l'image nous montre. On dit de regarder. Non. D'accord, voilà. L'image sur la diapo nous montre un engin spatial qui permet de faire le transport
des biens. Comme ça, reste comme ça. On regarde ici. Regarde ici. Les gens, on regarde ici, regarde ici. Et quand on a besoin d'écouter quelque chose dans le texte, on tourne la tête. On ne fait pas donc à l'auditoire, à ceux qui écoutent une note. Depuis quand tu as vu ça, c'est continue. Madame, ici, on a les opérations des exportations des biens, des opérations d'exportation concernées. Il s'agit d'exporter définitivement, mais aussi des exportations. Là, on va continuer. Des échanges standards de pièces de biens d'occasion des échantillons, des réexportations de marchandises non communicataires suite au régime douanier, des biens qui ne sont que transités par le territoire de l'Union européenne. Toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui décide de transmettre ou de mettre la disposition des logiciels ou des technologies spatiales par voie électronique est considéré comme exportateur au sens de la réglementation. On a les différentes catégories de biens et technologies spatiales qui vont de 0 à 9. Je passe la parole à Madame Loba. Ok. Ensuite, nous allons voir les domaines d'application des différentes technologies spatiales. La technologie spatiale intervient dans différents domaines. Nous avons énuméré certains domaines. Dans l'agriculture, la sécurité alimentaire, on constate que dans l'agriculture, ces technologies facilitent le suivi des cultures depuis l'espace grâce à des sources de données satellitaires et des algorithmes accessibles au public relatifs à l'utilisation des terres et la couverture terrestre. Dans l'insécurité alimentaire, les données d'observation de la terre peuvent appuyer l'action régionale et internationale en faveur des personnes les plus exposées aux risques d'insécurité alimentaire. Concernant la santé, les technologies spatiales servent à suivre l'évolution de certaines pathologies, à étudier les déclencheurs environnementaux à l'origine de la propagation de certaines maladies, à prévoir les zones à risque et à définir les régions pour lesquelles une planification de lutte contre la maladie sera nécessaire. On continue toujours les différents domaines d'application. En 3, dans la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Les informations recueillies grâce aux technologies spatiales peuvent appuyer la production agricole, la pêche, la gestion des eaux douces et des forêts. Elles peuvent également contribuer à suivre les activités nuisibles à l'environnement telles que les brûlures et l'exploitation forestière et minière illégale et le braconnage. Les technologies spatiales jouent un rôle également dans la connexion, pour les sans réseau, ceux qui n'ont pas accès à Internet. La technologie spatiale facilite l'accès au réseau terrestre qui est souvent limité, voire inexistant dans certaines régions du monde. Ces technologies peuvent modifier la façon d'accéder à des services de télécommunication, notamment à l'aide des satellites en orbite basse ou moyenne, d'autres dispositifs aériens de l'utilisation novatrice des portions inutilisées du spectre des fréquences radioélectriques. En grand 3, nous allons voir maintenant les mesures de contrôle et de réglementation de toutes ces technologies spatiales. Les mesures de contrôle. Les exportations de biens technologiques sont conservées dans des registres détaillés lorsqu'il s'agit des exportations. Ces registres comprennent entre autres la description des biens, la quantité des biens, le nom et l'adresse de l'exportateur, l'utilisation finale et l'utilisateur final des biens. Donc, les registres sont conservés plutôt pendant une période bien définie et sont présentés aux différentes autorités compétentes sur demande. Lorsque tu fais la demande, tu peux avoir la liste exhaustive de tout ce qui est bien, de tout ce qui est exportation. En ce qui concerne les licences d'exportation, ces licences sont fournies aux demandeurs. Lorsque tu fais une demande, c'est là que tu peux avoir cette licence. Et comment ça va se faire? Les demandeurs fournissent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises pour leur licence d'exportation. Les informations sont entre autres le nom de l'exportateur, bien évidemment, les destinataires, l'utilisateur final, le pays d'origine, pays de provenance, bien évidemment, de l'exportateur, l'État membre où les biens seront situés,
l'État membre d'exploitation prévisible. Enfin, les États membres traitent les demandes d'autorisation dans un délai bien déterminé par la législation ou la pratique nationale. Enfin, quelques réglementations en vigueur. Les États prennent toutes les dispositions utiles pour un échange d'informations entre les autorités compétentes, en particulier pour écarter le risque que les disparités éventuelles dans l'application des contrôles à l'exploitation de biens ne provoquent un détournement de trafic. Donc, il y a un contrôle bien suivi pour éviter tous ces détournements de trafic de technologies spatiales. Ensuite, les États donnent des renseignements concernant les exploitateurs déchus à la suite de sanctions du droit d'utiliser des autorisations d'exploitation. Tous ceux qui utilisent ces technologies à des fins nuisibles, les différents États ont le droit de faire une liste de toutes ces personnes nuisibles et de les publier aux différents États membres de l'organisation. Les États fournissent aussi des données sur les utilisateurs finaux sensibles, les acteurs impliqués dans les activités d'acquisition, suspectent qu'ils soient disponibles pour les différents itinéraires. Quelques sanctions. Les États doivent déterminer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives plutôt, à appliquer en cas d'infraction. Donc, lorsqu'il y a une infraction, un État doit déterminer des sanctions pour éviter que cela se répète. Conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Les technologies spatiales jouent un rôle clé dans divers domaines, notamment les progrès scientifiques, les activités civiles et militaires, et le contrôle des exploitations de biens technologiques spatiales est nécessaire pour assurer le respect des engagements et responsabilités des États, notamment en matière de non-prolifération. Voici ainsi présenté de manière succincte. Merci. Merci à Madame Nova. Merci, Nafi. Mais j'ai pu voir M. Fontaine connecté. Pourquoi il n'a pas de la parole? Madame, nous avons dit qu'il n'allait pas pouvoir prendre la parole. Le groupe qui vient avec un comme ça, la réalité, tout le monde peut faire de façon à dire, chose maman, pourquoi les aider ici dans un problème? Sur ma route, ça se passe, non? Je trouve que comme toi, tu vois, c'est ça. C'est vrai que c'est pas des races. Où ça? Ici. C'est aussi un amour diable. Pour mettre
Ok, bon, on va parler de ce dossier après. Nous allons passer à la présentation du groupe 5, constitué de M. Souka, M. Soumaro, Mme Tano, M. Tano, Mme Yao, M. Lao, il y a combien qui sont présents? Madame, il y a 3. Il y a Tano, il y a Soumaro et il y a Adenga. Monsieur Adenga, vous êtes là? Tano, attends. Hein, c'est Tano qui est là? Tano. Tano. Voilà, faut poser Adenga. Mais demain, il comprend. Soumaro. Ah, Est-ce qui Adenga? Adenga. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est là? Monsieur Adenga. Je suis là. Ah, d'accord, il est là. Je suis là. Je suis là. Ayoka là-bas. Je vais vous parler fort. C'est groupe combien? Groupe 5. Comment tu l'as appelé là? Monsieur Adenga. Ok. Donc, vous avez Je suis là. à partir vous avez 10 minutes pour nous présenter mon travail. C'est parti. Merci Madame pour la parole. Nous vous présentons notre exposé qui a pour thème télécommunication par satellite. Notre travail se présente comme suit. Nous avons d'abord l'introduction. Après, nous allons définir ce que c'est que la satellite de communication. Après, nous avons la présentation générale d'un système de télécommunication par satellite. Et on va montrer les avantages et inconvénients après la conclusion. En introduction, on retient que l'espace est un lieu privilégié pour observer la Terre, comprendre son fonctionnement, surveiller son évolution, anticiper les phénomènes violents, mais aussi un lieu de compétition technologique. Et un outil de puissance pour maîtriser l'information, contrôler les activités humaines et accompagner une stratégie d'indépendance. L'utilisation de l'espace repose essentiellement sur la collecte, le traitement et la transmission de l'information. Le traitement de l'information relève de l'informatique, la transmission de l'information relève des télécommunications et l'ensemble constitue la télématique. Jadinga. Monsieur Adenga, vous avez la parole. Monsieur Adenga, vous avez la parole. Il faut bloquer les temps. Non. Monsieur Adenga, vous êtes là. En gros, on va parler de la un satellite de télécommunication, un satellite artificiel placé dans l'espace pour des besoins de télécommunication. C'est un élément spatial qui a pour rôle de produire ou de relayer des données vers différents récepteurs terrestres. Dans les années 60, la majorité des communications entre les points très éloignés, par exemple entre l'Europe et l'Amérique, utilisaient les câbles sous-marins. Les satellites sont venus enterrer l'usage de ces câbles jusqu'à l'apparition des premières fibres optiques de forte capacité qui vont redonner aux câbles sous-marins un second souffle et provisoirement réduire le rôle des satellites. L'avènement plus tard des constellations satellitaires de large bande, passant pour la téléphonie et le multimédia, a réduit considérablement les boucles locales téléphoniques en fil de cuivre et a augmenté le nombre d'abonnés. Le satellite présente aujourd'hui seulement 10% des trafics de télécom contre 90% pour le câble. Les satellites de télécommunication se scindent en de nombreuses familles selon la nature de leur application. Parmi ces applications, on pourra distinguer principalement les télécommunications proprement dites, liaisons téléphoniques, téléconférences, etc. La télédiffusion, TV direct, TV haute définition, la navigation et la localisation. Ces satellites rendront possible la transmission instantanée, pratique et abordable de données audiovisuelles. Cette transmission pourrait avoir lieu de n'importe quel point du globe à un autre
et ce à toute heure du jour ou de la nuit. Ok. Madame, en grande, nous avons la présentation générale des systèmes de télécommunication par satellite. C'est-à-dire les systèmes de télécommunication, la présentation de ces systèmes, nous allons commencer par les possibles liaisons. Car pour faire pour mettre un satellite en orbite. Non, il n'y pas. Nous allons passer au grand 2 qui s'intitule la présentation générale du système de télécommunication par satellite. Donc, pour commencer, nous allons commencer par un principe de liaison. Car pour mettre un satellite. Voilà. Voilà. Donc, en petit 1, nous avons les principes de liaison satellitaire. Le principe de base d'une transmission satellitaire est d'utiliser les satellites en orbite comme un relais entre deux antennes terrestres qui ne sont pas en vue directe, par exemple entre deux continents, ou pour diffuser un signal sur une large zone géographique. Donc, pour ce faire, il faut donc une liaison satellitaire typique qui se compose d'une transmission d'un signal depuis une station terrienne vers un satellite. Le satellite reçoit et amplifie le signal et le retransmet ensuite vers la Terre, où il est reçu et amplifié à nouveau par les stations terriennes et les terminaux. Donc, à petit 2, nous avons les orbites utilisées par les satellites de communication. Alors, lorsqu'on parle de satellites, on parle d'orbite. On ne peut pas parler de satellites sans parler d'orbite. Donc, madame, les orbites utilisées pour les satellites de communication sont les orbites géostationnaires, les orbites terrestres basses et les orbites de Molniya. Ce sont les 3 orbites qu'on utilise pour les satellites de communication. Voilà, après les orbites utilisées, on a un ensemble ou architecture du système de communication. Donc, un système de communication par satellite comprend 3 sous-ensembles. On a le segment spatial, le segment de contrôle et le segment terrestre. Le segment spatial qui est composé d'un ou plusieurs satellites de télécommunication actifs ou de régions regroupés éventuellement en une constellation qui se dispose de dispositifs d'émission, réception radioélectrique associés à des antennes et des amplificateurs à large bande et à gain élevé. Le segment de contrôle, lui, comprend l'ensemble des équipements au sol utilisés pour contrôler et surveiller les satellites et piloter les échanges, ainsi que les équipements associés embarqués à bord des satellites. Quant au segment terrestre, lui, il regroupe l'ensemble des stations terrestres utilisant les services fournis par les satellites de télécommunication. On a cette image qui illustre bien les 3 sous-ensembles du système de télécommunication. Et maintenant, en petit 4, on a les bandes de fréquences utilisées par les satellites de télécommunication. Donc, les satellites de télécommunication utilisent les bandes de fréquences particulières et les plus connues sont présentées dans les tableaux que nous voyons ici. Donc, madame, à part les fréquences, en petit 5, nous allons présenter les services de communication par satellite. Donc, les satellites de communication permettent d'assurer des services de communication dans différents domaines. On a la diffusion directe en télévision, la radiodiffusion sonore, la transmission haut débit, l'accès à l'Internet, la communication par l'aviation commerciale et d'affaires. On a la communication d'urgence, les télécommunications avec mobile par satellite et la diffusion numérique multimédia par satellite. Voilà. Donc, après le grand 2, on a le grand 3, avantages et inconvénients. Donc, comme dans tout domaine, la télécommunication par satellite présente des avantages et des inconvénients. Et comme avantage, nous avons des relais et signes élevés qui donnent une diffusion sur des zones étendues adaptées aux télécoms. On a l'installation rapide des stations de sol et indépendante des infrastructures terrestres. On a la flexibilité et on voit aussi qu'il permet la surveillance de tout point du globe et peu vulnérable. Et comme inconvénient, nous avons la trajectoire prédictible, c'est-à-dire changement d'orbite possible mais coûteux. On a le temps de propagation élevé. On a une forte atténuation du signal et parfois la pluie interrompt la liaison.
Nous allons conclure en retenant qu'au cours du dernier demi-siècle, l'homme a approfondi ses connaissances sur l'espace extra-atmosphérique. Il a appris à l'utiliser, puis à l'exploiter. Il est devenu courant de dire qu'il a acquis l'espace, ce qui est une exagération. Beaucoup reste à explorer et grandes sont les perspectives quant aux richesses à découvrir et aux utilisations futures de l'espace. Même si à ce jour, les activités spatiales restent le privilège d'un cercle restreint d'entités publiques et privées, la communauté internationale a déjà pu bénéficier de leurs nombreuses applications dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la surveillance de l'environnement, de la gestion de ressources naturelles, de la prévision météorologique et surtout dans celui des communications, par satellite capable de relier tous les points du monde. Ainsi prend fin notre exposé. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Si vous pouvez retourner à vos places. On va faire les questions après. Le carnaval d'enregistrement est continué à un enregistrement. C'est bon? Moi, je vous remercie pour ça. Bonjour, madame. Bonjour madame, mon nom c'est Kwasi Adomijan Lemprofus. Quand j'arrive ici, je pense qu'ils sont au marché là-dedans. Chacun se lève et puis prend la parole comme il le trouve. Ok, donc, dans la suite de nos présentations, nous allons assister à la présentation du groupe 2. Vous avez 10 minutes pour nous présenter l'essentiel de vos recherches. Bonjour madame, bonjour chers amis. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre sujet de recherche. Alors, nous sommes constitués de 4 personnes. Il s'agit de moi, Kwasi Rufus, Kona Prince, Kone Mori et Kone Suleron. Ces 2 autres personnes ne sont pas là parce que il y a l'un qui est beaucoup occupé et il y a l'autre qui est au cours. Alors, comme thème, on nous a donné comme thème les risques et assurances dans les activités d'accès à l'espace. Comme plan, nous avons introduction, les risques dans les activités d'accès à l'espace, les collisions comme petit 1, petit 2, la pollution causée par les fusées, petit 3, les explosions, grand 2, les assurances dans les activités d'accès à l'espace, petit 1 du grand 2, l'assurance spatiale, caractéristiques et contraintes, petit 2, les principales polices dans le domaine. OK. Comme introduction, nous avons noté que l'exploration de l'espace est l'une des plus grandes aventures de tous les temps. Et aucune nation ayant la prétention de se poser en exemple vis-à-vis d'autres ne peut envisager de prendre du retard dans la course de l'espace, d'après John Kennedy. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie se sont lancés dans la conquête de l'espace. D'autres pays s'y sont investis plus tard, dans l'objectif de se positionner comme puissance spatiale. En réalité, le processus d'accès à l'espace extra-atmosphérique soulève un nombre de questions liées soit aux risques et aux assurances qui découlent des activités spatiales. Vu la multiplication des activités spatiales dans le monde, quels sont les risques auxquels le monde est-il exposé dans la course à l'accès à l'espace? Quelles sont les assurances actuelles en vigueur? Il s'agira donc pour nous dans une bonne structuration de décrire les formes de risques d'une part et d'autre part de décrire les assurances dans les activités d'accès à l'espace. Grand 1,
Les risques des activités d'accès à l'espace. Petit 1, la collision. Dans le cadre des activités spatiales, les débris spatiaux occupent un rôle important dans les cas de collision sur 17 587 gros objets en orbite. Seuls 1100 environ sont des satellites actifs, soit 6% seulement des objets répertoriés. Le reste, soit 94%, étant constitué de débris, dont 17% de vieux satellites, 12% d'étages de lanceurs et 65% de débris de taille significative. Petit 2, pollution causée par les fusées. Pendant les opérations de lancement de fusées, une réaction chimique est réalisée. Elle dégage pour la majeure des cas des gaz. Les lancements de fusées à grande échelle ont un coût considérable sur l'environnement. En effet, ces engins brûlent des quantités astronomiques de carburant pour s'échapper de la gravité terrestre. Petit 3, les explosions. Les débris issus de la fragmentation sont causés par l'explosion de charges utiles et les corps de lanceurs du fait de la surchauffe de batteries, d'explosions à haute énergie due à la présence d'ergols dans les réservoirs, de l'explosion plutôt du réservoir sous pression ou de la destruction intentionnelle d'engins spatiaux. Je vais laisser la parole à Jean-Ami. Alors, mon ami vient d'exposer ainsi les dangers, sinon les risques de l'activité spatiale. Moi, je vais présenter les assurances. Alors, si c'est plus à expliquer à nouveau, vu les risques qu'on peut rencontrer en temps d'activité spatiale, alors l'homme, les organismes se sont choisis donc, de définir des cadres. Lors d'une activité spatiale, il y a plusieurs entités qui rentrent en ligne de compte. On a l'entreprise qui se charge donc de fabriquer les fusées. Il y a, si c'est un particulier qui doit mener l'activité, il y a le lieu de lancement, il y a le pays. On a tout un consortium, un groupe qui s'occupe donc de ces activités et donc chacun, à son niveau, va prendre des engagements afin de pouvoir assurer la bonne conduite du projet. Donc, nous allons donc donner les caractéristiques et contraintes. C'est ce qu'on expliquait, que l'environnement. Donc, nous allons voir les principales polices dans le domaine de l'assurance spatiale. Donc, d'abord, nous allons voir les responsabilités civiles des engins. Au niveau des responsabilités civiles des engins, on a les agents de lancement qui vont couvrir des dommages qui sont causés aux tiers durant les lancements des premières opérations de mise en orbite. Et on a aussi l'exploitation et le propriétaire du satellite, lui aussi va souscrire à son assurance, lui il va se charger donc pour les dommages causés aux tiers après la période de 1 an fixée à l'obligation d'assurance de l'agent de lancement. Nous verrons en B les responsabilités civiles des produits spatiaux. Donc, on a la police, responsabilité civile des produits spatiaux qui couvre les responsabilités industrielles et on a des fournisseurs de services qui participent à la construction d'un engin spatial lorsque la défectuosité d'un produit est la cause d'un dommage matériel ou extérieur à l'engin de construction. Petit 3. Petit 3, on verra les polices spécifiques, c'est-à-dire, puisqu'on a plusieurs groupes qui sont déjà, qui vont participer à la construction,
on a d'autres cas qui sont un peu mineurs, mais dont ils vont se charger. Par exemple, on a les risques politiques. Si l'activité qui doit être menée, le pays dans lequel ça doit être fait, le pays estime que les conditions ne sont pas réunies, il peut donc confisquer ou mettre un embargo, on carrément interdit l'opération qui doit avoir lieu. Aussi, si c'est un privé, parce que quand ce sont les pays qui sont à la base des travaux, on ne dira pas qu'il manque d'argent. Quand c'est un privé qui doit faire l'activité, il faut s'assurer que celui-ci a les moyens de faire ce qu'il veut faire. Donc, si nous avons introduit les risques commerciaux, c'est-à-dire le risque de défaillance financière d'un client pour le lanceur, par exemple. Donc, si celui qui doit faire l'opération n'est pas financièrement stable, eh bien, on peut stopper les travaux. Il peut aussi avoir des retards au lancement. Les retards au lancement, on fait un projet, on donne un délai, et puis se trouve que le délai passe, on n'a pas encore réalisé le projet. Alors, en ce moment, il y a des risques dont il faut tenir compte. Par exemple, si c'est l'entreprise qui est censée fournir le matériel qui est en cause, ce sont ceux qui n'ont pas livré à temps ce qu'ils devaient livrer, donc ils vont se charger de qu'on appelle, dans ce cas, d'assurer et de se protéger contre les incidents financiers d'un retard au lancement du satellite. Le retard doit être consécutif à un dommage sur le satellite. On peut aussi avoir des garanties contractuelles. On parle de garantie contractuelle du satellite qui peut être recherché une couverture des montants qu'il a mis en risque dans le contrat de vente du satellite qui ne serait pas réglé par l'exploitation en cas de performance insatisfaisante du système. Alors, on a aussi des garanties pré-test du lancement. C'est-à-dire quand on fabrique un satellite, avant de le mettre en orbite, on fait déjà des tests au labo pour savoir si ça peut tenir des chocs, comme tenir des éléments. Donc, tous ces tests-là, au cours des tests, il peut se trouver que le satellite subit déjà là certains dommages. Donc, on a des polices d'assurance qui se chargent de couvrir ce genre de dommages qui peuvent être causés. Alors, on a aussi l'assurance vie en orbite, c'est-à-dire quand le satellite est placé en orbite, il y a encore une assurance pour l'entretien. Donc, le satellite qui est déjà en orbite, vous ne pouvez même pas qu'il pose d'autres problèmes à d'autres satellites déjà qui sont en orbite. Bon, on a ainsi de suite les assurances, ce qui intéresse les performances, tout ça concerne le constructeur. Alors, on a quelques montants pour estimer un peu sur ce qu'on appelle les assurances. Le montant du prix annuel se situe à environ 700 millions de dollars ou 1 milliard de dollars. Et le marché de l'assurance spatiale dispose d'une capacité estimée en 2007 de 490 millions de dollars pour les risques de lancement et 620 millions de dollars pour les risques en orbite. Alors ici, on a présenté quelques grands groupes qui travaillent au niveau des assurances. On a dans le domaine spatial, on a le syndicat de l'IBT, on appelle AGF qui assure des risques spatiaux depuis 1985, on a la Réunion spatiale, on a ExaSpace, AXA Space. Là, on a ce qu'on appelle Megarus, c'est un leader russe dans le domaine de l'énergie. Puis on a les autres éléments. Alors, nous sommes un peu à la conclusion maintenant. Compte tenu des dangers inhérents à l'environnement extra-atmosphérique et à la complexité technologique de l'industrie spatiale, les acteurs de l'espace doivent gérer soigneusement leurs risques afin de maintenir cette activité rentable. Par ailleurs, il est nécessaire pour les assureurs d'anticiper les évolutions, d'amener à toucher plutôt de près ou de loin
le marché de l'assurance spatiale. Il faudra donc inclure dans les couvertures d'assurance les risques propres à chacun des innovations. C'est ainsi que prend fin notre exposé. Je vous remercie. Ok, prenez place, retournez à vos places. Le dernier groupe de position. C'est bon? Non, essayez, il veut couper l'enregistrement pour remettre. Ou bien vous ne voulez pas. Oui, madame, ça fait On rentre à 10 heures, 11 heures. Contrôle du marché. Ok, vous avez la parole. Madame, vous avez déjà présenté notre groupe. Vous avez la parole. Merci, madame. Le thème de notre exposé est le contrôle du marché du lancement spatial. Nous avons divisé notre travail en 6 parties. En grand 1, nous allons voir l'évolution du marché spatial. Grand 2, les types de marché. Grand 3, le paysage concurrentiel. En grand 4, nous allons aborder les types de lancement. En grand 6, nous allons voir l'application du marché du lancement spatial et enfin en conclusion. Pour l'introduction, nous pouvons dire que le marché spatial est aujourd'hui en pleine mutation. Il concerne la fabrication de fusées, satellites et ondes, ainsi que les vols dans l'espace habité ou non habité. Du fait de sa dimension géopolitique, c'est-à-dire de sa forte course à la conquête de l'espace, le spatial est un marché encore très largement sous le contrôle des États et n'est que très peu ouvert à la concurrence. Les acteurs se multiplient, privés ou étatiques, de même que les satellites, leur taille, leur usage et leur orbite. Concernant les différents objectifs, je vais laisser la parole à... Merci. En ce qui concerne les objectifs généraux associés à ce travail est de montrer le contrôle du marché du lancement spatial. En ce qui concerne les objectifs spécifiques, il s'agit ici de montrer l'évolution du marché spatial, les types de marchés, les paysages concurrentiels, les types de lancement et puis les applications du marché. Madame la présidente du jury, chère condiscipline, nous voici à notre grand thème, évolution du marché spatial. L'histoire de l'évolution spatiale débute grâce aux avancées des Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans le domaine des fusées. Elle fut marquée à ses débuts par une forte concurrence entre les États-Unis et l'URSS, l'Union des républiques sociales soviétiques. Pour des motifs de prestige national liés à la guerre froide, on appelle cette période la course à l'espace. 3 événements majeurs de la course de l'espace sont à retenir. Il s'agit notamment du premier lancement des satellites en orbite. Ensuite, le premier vol habité par un être humain. À la fin, le premier pas sur la Lune. Les technologies spatiales se sont ensuite développées pour l'exploration scientifique des planètes, mais aussi pour l'usage commercial de l'espace grâce aux satellites de communication, télécommunication. Actuellement, plus de 200
satellites sont en orbite autour de la Terre, plus ou moins élevés, permettant pour la plupart de recueillir des données, servir des relais, puis de les transmettre, d'abord pour des utilisations militaires, puis commerciales, gouvernementales ensuite, enfin pour l'utilisation civile. Je laisse la parole. Pour les types de marché, on voit qu'il y a 3 types de marchés. Le marché militaire, le marché scientifique et le marché commercial. Concernant la fabrication des satellites, il est institutionnel et captif au niveau marché militaire, car il concerne que le programme gouvernemental et captif veut dire qu'il est très peu limité. Et la fabrication du lanceur concernant le marché militaire est gouvernemental, institutionnel, ainsi que la mise en orbite des satellites toujours gouvernementale. Le marché scientifique, la fabrication des satellites est captive, très peu limitée, ainsi que la fabrication du lanceur et la mise en orbite des satellites est ouverte à la concurrence. Concernant le marché commercial, la fabrication des satellites, du lanceur et la mise en orbite sont totalement ouverts à la concurrence sur le marché. Le paysage concurrentiel, là on veut montrer le contrôle du marché. Il faut retenir que Ariane et Space sont les 2 entreprises qui contrôlent le marché. Ariane a permis à l'Europe d'être longtemps leader sur le marché avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard en 2014 et en 2015. Et Space, c'est une entreprise américaine. Il faut les lanceurs réutilisables. Avec ça, ils ont pu croquer les parts du marché avec un chiffre d'affaires de 800 milliards de dollars en 2014. On a aussi les Russes, forts de leurs expériences lors de la guerre froide, veulent assembler leur propre station spatiale dès 2024. On a la Chine qui n'a jamais caché ses ambitions spatiales, qui veut mettre en chantier une nouvelle famille de lanceurs capables de répondre à leurs ambitions spatiales. Pour l'instant, je donne la parole à Joyce. Bonjour, chers amis. Je vais vous présenter la suite, qui est le grand 5, le type de lancement. Nous avons ici présenté 2 types de lancement. Il y a le lancement le lancement de fusée qui prend en compte les gaz, c'est-à-dire ici, je vais vous expliquer en mieux. Je vais vous expliquer plus mieux cette partie. Cette partie qui montre où le fusée est lancé avec des flammes et tout ça à l'arrière du véhicule, c'est le lancement par canon. Voilà, c'est le lancement par canon qui on a besoin de gaz et tout ça pour propulser notre véhicule dans l'espace. Et dans le deuxième lancement, l'image est un peu floue, mais excusez-moi, qui est le lancement qui n'utilise pas les gaz. Voilà, c'est le lancement qui n'utilise pas les gaz. C'est le lancement à catapulte. Voilà. Ce lancement-là, si je veux bien vous expliquer, vous avez regardé les films à l'époque coloniale où ça, on lance, il y a l'appareil qui lance les pierres à l'aide. Vous connaissez ça? Non. Les films de pierres. Voilà, catapulte. Voilà, c'est ce type de lancement qui est illustré ici. Mais de manière plus moderne. Voilà, lance-pierre, comme on le dit ici, mais de manière plus moderne. Voilà. Et je peux dire donc que ces 2 types de lancements-là, actuellement, coûtent très cher. Je peux dire que ces lancements vont de l'ordre de 10 000 à 25 000 dollars actuellement. On a ici l'application du marché du lancement. En ce qui concerne le niveau de l'application du marché du lancement, nous avons en premier l'astronomie, en deuxième
la surveillance de la météo et de l'environnement. Et puis, nous avons la communication par satellite. Et en dernière position, l'espace exploration. En conclusion, nous pouvons dire que l'industrie du marché spatial est composée de plusieurs marchés de lancement spatial ou plus ou moins ouverts au lancement à la concurrence. Le secteur est plein en mutation et en compétition technologique déterminera la position des différents pays et ou entreprises du marché. Les nombreux débouchés entraînent beaucoup d'économies en fonction d'un secteur stratégique. Ainsi présenté notre exposé. Merci pour votre attention. On va passer au tableau maintenant. Merci. Ayoka.